Je ne me résous pas, pour ma part, à voir tous les 25 ou 30 ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. Pour qui et pourquoi? Qu'avons-nous fait de notre victoire de 1918? Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Bonjour Renaud Meltz, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre absolument majeur déjà en poids, ça fait 1200 et quelques pages, il pèse son poids de papier, mais majeur parce que c'est une très grande biographie, c'est la biographie du président Laval, comme on disait à l'époque, de Pierre Laval. C'est une biographie qui renouvelle totalement, en tout cas en grande partie, l'image qu'on a de Pierre Laval. On apprend beaucoup de choses qu'on ne savait pas. On apprend beaucoup de choses sur son caractère, sur ses manies, sur ses travers. On découvre que c'était un personnage assez, finalement, à la fois génial et en même temps assez nul. On peut le dire comme ça. On va en parler. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Haute-Alsace. Et vous avez écrit précédemment une biographie de Saint John Perse, si je ne m'abuse. Donc, première chose, qu'est-ce qui vous a conduit à vous pencher sur Pierre Laval et à écrire sa biographie? Pourquoi est-ce que j'ai accepté Laval? Parce que finalement, c'est une partie de notre histoire. Et je veux dire, c'est pas une formule de dire ça. C'est une histoire et ça l'est plus qu'on le croit et elle pèse encore sur notre actualité. Laval est un des hommes les plus impopulaires de l'histoire de France, aujourd'hui, dans la mémoire. Il l'est notamment à partir de sa fameuse phrase « Je souhaite la victoire de l'Allemagne dans l'opinion publique sur le moment ». Mais il ne faut pas que ça efface une autre réalité qu'on a oubliée. Il était très populaire. Il était peut-être même le plus populaire à un moment des hommes d'État français, dans certaines franges en tout cas de l'opinion. Et il faut comprendre les ressorts de cette popularité. En gros, il y avait 3 raisons pour lesquelles Laval était populaire dans l'entre-deux-guerres. La première, c'est qu'il était pacifiste. Difficile de dire que c'est mal d'être contre la guerre. Laval était contre la guerre. Simplement, il l'avait été avant les autres. Il était très pacifiste avant la guerre, avant la Grande Guerre, avant 14. Il était même fiché pour ça au carnet B, comme antimilitariste. Et à cette époque, c'est pas sans péril d'être pacifiste. De sorte que quand, dans les années 20, la société française devient massivement pacifiste, ce qui était singulier, un nouveau pacifisme, un pacifisme d'anciens combattants, un pacifisme de gens qui, la moitié des électeurs français dans les années 20 sont des anciens combattants. Ces anciens combattants disent c'est la der des der. Et bien ils pensent que Laval est mieux placé qu'un autre pour protéger la société française d'une nouvelle guerre. Le problème, c'est que le pacifisme, bien sûr, comment être pour la guerre, mais c'est aussi ce pacifisme qui va conduire Laval en 40 à souhaiter l'armistice, même s'il n'est pas un acteur majeur de ce choix, mais il pousse dans la coulisse, et surtout à persécuter ceux qui voudraient poursuivre la guerre. Avec une idée, non seulement que la guerre c'est mauvais, mais aussi que la paix est pour bientôt. Et que la paix va être signée entre les belligérants que sont l'Allemagne et l'Angleterre, et que la France a intérêt à se retirer tôt d'un jeu qui est de toute façon perdu pour l'Angleterre pour négocier en bonne position avec le vainqueur probable qui sera l'Allemagne. Donc, première raison, pourquoi est-ce que ce pacifisme si massif des Français, aujourd'hui on sonde solidarisme, on l'oublie, mais il ne faut pas l'oublier, hein, les Français sont majoritairement munichois. D'ailleurs, sur Munich, c'est intéressant, Laval ne l'est pas vraiment munichois. Deuxième raison qui fait que c'est notre histoire, et là aussi ça a des échos avec aujourd'hui, c'est que Laval refuse l'esprit partisan. Laval est populaire dans les années 20 et 30 face à une France très clivée, face à une société française, mais une Europe tout entière qui est clivée. Hein, la fameuse démocratie libérale pour laquelle on s'est battu, pour laquelle Wilson a accepté de rentrer en guerre, avait contaminé favorablement à nos yeux toute l'Europe, et puis petit à petit les choses se défaisaient à cause du communisme. Notamment, vous savez que très vite en Hongrie, on accepte un régime autoritaire, parce que finalement il vaut mieux un régime autoritaire que la contagion communiste. Et petit à petit, la démocratie libérale se défait, et en France, Laval est celui qui refuse l'esprit partisan, que ce soit dans la vie politique intérieure, il est l'homme des coalitions, la concentration républicaine, ou que ce soit dans la politique étrangère. Il est l'homme qui veut bien s'entendre aussi bien avec l'Italie
qu'avec l'Angleterre, même quand c'est impossible. On en reparlera peut-être à propos de la guerre d'Éthiopie. Même à Aubervilliers, dont il est maire. Absolument. C'est l'homme du consensus, c'est l'homme qui arrive à s'entendre avec les bourgeois d'Aubervilliers comme avec le petit peuple. Il refuse l'esprit partisan parce que c'est finalement, et comment là aussi le lui reprocher, on le voit bien aujourd'hui, ni droite ni gauche, il considère que l'esprit partisan, et en cela, il est travaillé par des idées qui sont qu'on retrouve dans les deux extrêmes, à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Il refuse la modernité politique qui naît douloureusement avec la Révolution française, qui est de dire la vérité, elle est parcellaire, et il faut du débat parlementaire pour arriver à des compromis. Non, il est dans cette espèce de nostalgie qu'ont à la fois l'extrême droite, les ultras pendant tout le XIXe siècle, les légitimistes. Il y a une vérité, la vérité révélée, il ne peut pas y avoir des partis. Mais qu'on retrouve aussi assez vite à l'extrême gauche en disant non, il y a un bien commun, un bien républicain, il est hors de question que des possédants nous empêchent de dire quel est le bien pour le peuple. Je ne fais pas une symétrie en extrême droite et l'extrême gauche, je dis qu'il y a dans la société française, tout au long du XIXe siècle, une forme de nostalgie d'une politique qui pourrait être par-delà les partis, et Laval incarne bien ça. Et là encore, c'est dangereux, parce que c'est cet homme qui est par-dessus les partis qui va organiser du coup le suicide de la démocratie parlementaire. Et il va le faire très habilement, parce que la journée terrible du 10 juillet, où les députés et les sénateurs, les députés qui sont, je vous le rappelle, ceux plutôt de gauche, du Front populaire, vont accepter de renier tout ce qu'ils aiment, Laval va à 2 degrés renoncer au débat parlementaire, à l'esprit partisan. D'abord, en disant c'est cet esprit partisan qui nous a paralysés, et finalement la parole, le côté verbeux de la démocratie a été fatal face au processus de décision très efficace des dictateurs, des pays totalitaires. Mais mieux que cela, on le voit si on le suit de très près dans ces débats, il arrive à, éteindre le sens des mots. Sur toute cette séance où il parle, il passe d'un sujet à un autre, il utilise toute une rhétorique, lui qui est assez ignorant, utilise sans le savoir, en Monsieur Jourdain, une palette très riche de procédés rhétoriques pour repousser, pour faire des prétéritions, pour dire je ne vous dirai pas que, et pour changer perpétuellement l'ordre du jour, afin d'éviter qu'on parle vraiment de ce dont il est question, à savoir la disparition de la République. Troisième raison, je suis désolé si je suis un peu long, mais troisième raison pour laquelle il y a une actualité et un besoin de comprendre pourquoi c'est notre histoire et que c'est pas seulement l'histoire d'un méchant bouc émissaire, l'histoire de Pierre Laval, c'est que Laval n'est pas seulement celui qui refuse l'esprit partisan, mais celui qui refuse l'idéologie. C'est quelqu'un qui pense que la France, d'une certaine façon, est un donné, que le patrimoine français, c'est matériel, ce sont ses hommes, son peuple, ce sont ses productions, et l'idée, c'est mauvais, il n'y a rien à construire. L'idéologie, c'est toujours du temps perdu, c'est s'assujettir pour l'extrême gauche à une puissance étrangère, c'est d'une certaine façon, avec l'extrême droite, l'idéologie, on va dire, de l'Action française, qui n'est pas non plus la sienne, il la récuse autant que l'idéologie d'extrême gauche, c'est là encore le nationalisme, au nom d'idées, on va abîmer le patrimoine matériel. Donc vous voyez qu'on retrouve aussi le pacifisme. Ces 3 grandes idées qui le rendent populaire dans l'entre-deux-guerres, le pacifisme, le refus du débat stérile et le refus de l'idéologie, convergent pour aller dans un seul et même sens, l'efficacité d'une action publique, le bon sens et la paix. Oui, c'est ça, parce que ce qui est séduisant, j'imagine aussi à l'époque, c'est que c'est l'homme du bon sens, c'est l'homme de l'extrême simplicité des rapports humains. C'est ça. C'est exactement ça. C'est l'homme du bon sens qui croit que finalement, il n'y a pas d'idéologie, qu'il n'y a pas d'idée, que l'intérêt national, il est une évidence, il est d'une certaine façon révélé. Donc vous voyez, c'est une pensée assez magique, c'est une appréhension assez peu rationnelle de la vie politique. Tout le monde est d'accord pour penser que, non, évidemment que c'est plus compliqué, évidemment qu'il y a des intérêts divergents, évidemment qu'il y a des valeurs divergentes. Mais la spécificité de Laval, c'est de ne pas être tellement embarrassé par ses idées, ses intérêts divergents, parce que sa situation, elle est compliquée, mais il est à la fois riche et il vit comme un pauvre. D'une certaine façon, il fait la synthèse des intérêts. Quant aux valeurs, il en a assez peu, donc il a l'impression qu'il n'y en a pas, mais c'est évidemment un peu plus compliqué que ça. Alors, dans le livre, c'est une chose qu'on n'apprend pas en lisant votre livre, mais en tout cas, on découvre et on suit pas à pas, en parcourant les pages et en les lisant attentivement. Donc Pierre Laval vient de l'extrême gauche, il est avocat des syndicats les plus extrêmes, des ouvriers, il écrit dans les journaux, on pourrait appeler l'extrême gauche toujours, ouais. Mais il va glisser peu à peu vers le centre droit, vers la droite, après on verra jusqu'où il peut aller. Qu'est-ce qui fait qu'il passe donc d'un état très contestataire à un état où finalement il va jouir de la propriété et finalement de la prospérité capitaliste? Il y a plusieurs dates clés, j'ai essayé d'identifier, je fais toute une partie qui s'appelle une ascension diagonale, parce qu'on le voit effectivement à la fois progresser, s'enrichir et passer de la gauche
extrême, radicale, révolutionnaire, à une droite assez molle, compatible avec les radicaux, le centre-gauche. Et d'ailleurs, il va être tout le temps à l'œuvre pour scinder le parti radical, notamment autour de cette question de la paix. Est-ce qu'il vaut mieux la paix ou est-ce qu'il vaut mieux l'antifascisme? Et il travaille de l'intérieur ce centre-gauche avec ce coin. Il y a plusieurs étapes. La première, évidemment, c'est la révolution russe. Et il comprend, pour le coup, le fait d'avoir une culture assez faible du mouvement révolutionnaire lui permet de voir les choses avec, enfin de ne pas être dupe de certains artifices rhétoriques. Et c'est vrai qu'il comprend très vite, il reçoit d'ailleurs Kerensky, il voit très bien que l'extrême gauche qui est en train de noyauter la révolution russe est violente, qu'elle est certainement périlleuse pour l'amour de la paix qu'il a. C'est-à-dire que c'est une forme de guerre civile qui pourrait s'introduire en France. Donc ça, c'est une première coupure, mais il n'aime pas choisir. Il aime bien cumuler les choses. Hein. C'est-à-dire qu'il évolue par accumulation d'identités, de situations. Donc d'une certaine façon, on peut dire qu'il reste d'extrême gauche presque pendant toute sa vie, mais il devient bien autre chose qui efface pas complètement ses premières traces. Donc il y a ce premier moment, 17-18. Il y a un deuxième moment où c'est un peu malgré lui. C'est-à-dire qu'en 27, il est élu au Sénat, sur une liste un peu hétéroclite, il aimerait se faire inscrire à gauche, et le groupe auquel il veut adhérer le rejette. Mais c'est pas de son fait, et donc il se retrouve dans un groupe plutôt identifié de centre-droit. Et puis je crois qu'il y a une... Donc ça, vous voyez, 27, deuxième coupure. Et puis il y a une troisième coupure, c'est la perte du pouvoir au tout début de l'année 36 face au départ de sa majorité des radicaux qui décident de faire une plateforme commune qui devient le Front Populaire. Et là, du coup, il quitte vraiment la gauche avec en plus un esprit de revanche. Laval en veut terriblement à partir de là à Herriot et décide que la gauche est irresponsable, démagogique et mène la France à l'assujettissement par rapport à Moscou et à la révolution, à la guerre civile. Oui, on s'aperçoit qu'il fonctionne beaucoup par... accumulation de haine, c'est peut-être un bien grand mot. Non, si, c'est vrai. Mais en tout cas, ça se sédimente et les choses vont se payer à un moment donné, quoi. C'est exactement ça. C'est un rancunier qui n'aime pas se faire d'ennemis parce qu'il sait que le temps dure longtemps, qu'il ne veut pas s'aliéner de possibles alliés, donc il est capable de se rabibocher avec quelqu'un avec qui il a été infernal, et il est très séducteur, et ça peut nous paraître étonnant quand on voit sa bobine pas très réjouissante, mais c'est un séducteur, y compris physiquement. Je veux dire, c'est quelqu'un qui sait vous mettre à l'aise, vous faire comprendre qu'il rentre dans vos raisons. Donc, c'est un homme qui peut avoir du charme, mais qui, effectivement, garde des rancunes tenaces à l'endroit de ceux qui l'ont humilié ou qui lui ont manqué à ses yeux, en tout cas. Passepaix, et c'est un chapitre, en tout cas une partie extraordinaire du livre, qui est son avidité pour l'argent. Il y a un moment donné où, dans les milieu des années 20, fin des années 20, où il va clairement passer du côté de la crapulerie, du côté de l'arnaque, du côté de l'escroquerie, et il va devenir extrêmement riche. Il va même cacher de l'argent à l'étranger. C'est une histoire étonnante. C'est une histoire neuve qui n'a pas été facile d'écrire. Je dirais même que c'est plus ancien que les années 20, je dirais que c'est prémédité. En fait, je fais sortir une figure complètement méconnue, même, on peut dire totalement ignorée, qui est un peu son complément sur le plan des affaires, qui s'appelle Amédécium, qui est un compatriote, qui a 5 années de moins que lui, mais comme il a un peu traîné à un moment pour aller au lycée, ils se retrouvent ensemble à la faculté de droit de Dijon. Laval est quand même un homme de loi, c'est un avocat. Non, il ne s'agit pas de dire que la gauche est vertueuse et qu'on ne peut pas être riche et de gauche. Il y a des grosses fortunes à gauche, notamment, par exemple, un autre homme politique dont il est proche et avec qui il fait certaines affaires, comme Raymond Patenôtre. Mais c'est vrai qu'une fortune aussi rapide, dans les conditions aussi troubles, c'est pas facile à assumer, et le Front Populaire, notamment, va beaucoup l'attaquer. L'Humanité, qu'il appelle le renégat, va beaucoup l'attaquer sur cet enrichissement. De fait, je ne vais pas ici faire la démonstration, il faut lire, c'est un gros chapitre, mais j'ai plus que des indices, j'ai plus que des témoignages, j'ai pu reconstituer plusieurs sources d'enrichissement qui viennent en fait dès le lendemain de la Grande Guerre, quand il devient l'avocat spécialisé des profiteurs de guerre. Des gens qui sont des escrocs, pour le coup, qui ont fait des fortunes colossales, ce qui déjà en soi n'est pas forcément très moral en temps de guerre, mais qui ont surtout dissimulé les profits, les bénéfices pour ne pas payer l'impôt.
Et Laval va les aider en touchant lui-même des commissions très importantes. Bon, jusqu'à présent, rien de condamnable, si ce n'est que sans doute, il touche des sommes qu'il ne déclare pas, enfin même certainement lui-même touche des sommes qui sont dissimulées à l'impôt. Il le fait en utilisant son image d'avocat d'extrême gauche, il le fait grâce à son habileté, son entre-gens, en faisant retarder finalement le traitement des affaires et en même temps en votant, parmi d'autres, une amnistie au bénéfice de ses profiteurs de guerre. Mais il va surtout, avec cet amédicium dont je vous parlais, réfléchir très tôt au moyen de se constituer une fortune qui ne lui servira pas tellement à jouir de l'argent dans son quotidien, qui ne se modifie pas fondamentalement, même s'il aime bien les bonnes tables, qui va lui permettre d'augmenter son influence politique en se constituant un petit empire de presse. Et très vite, cet Amédécium, un personnage vraiment très haut en couleur, va prendre la tête d'une banque qui fonctionne presque à la limite de la cavalerie en promettant des retours sur investissement fabuleux. Il va, avec cette banque, faire des prêts qui sont peut-être même des dons colossaux, plusieurs millions, dizaines de millions d'euros de nos jours, qui permettent à Laval d'acheter un premier titre, puis un deuxième, le Moniteur du Puy-de-Dôme, le Lion républicain, une radio surtout, une radio qui va entièrement transformer, avec talent d'ailleurs, parce que Laval est par ailleurs un homme d'affaires, il est un peu crapuleux, mais il est quand même assez doué pour cela, mais il utilise aussi toujours ses fonctions d'homme d'État, et donc il va obtenir du gouvernement auquel il appartient un émetteur infiniment plus puissant. L'émetteur faisait à peine la ville de Lyon. Elle va maintenant, cette radio, pouvoir émettre sur les colonies françaises et surtout dans le monde anglo-saxon, qui va créer une régie publicitaire qui lui permet de vendre très bien des messages publicitaires sur sa radio, y compris en anglais. Amédécium monte avec Laval dans l'ombre. La banque finit par connaître une disgrâce qui était fatale vu le fonctionnement, mais qui est accélérée par la crise de 29. Il se trouve que Laval est président du conseil à ce moment-là, renfloue la banque du coup s'en sort, enfin se métamorphose, mais sans casse pour Amédécium. C'est pas vrai pour un autre de ses compères qui est aussi intéressant, mais qui est un personnage un peu plus classique, un peu moins en couleur, mais qui lui finira en prison par faire quelques années de prison. Donc oui, il y a de la crapulerie, il y a par ailleurs, par raconter tous les détails, mais clairement de la corruption. Il vend, évidemment, il y a de la concussion, enfin, tout y passe. Tout y passe, mais c'est pas si visible que ça, parce qu'il continue à vivre en tapant dans le dos de ses copains de Bervilliers, en préférant les petits bouchons au restaurant. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il aime bien aussi la Tour d'Argent, il aime bien aussi le Fouquet's, enfin, Lucas Carton, etc. Il aime aussi les très belles tables, mais il aime surtout beaucoup ce rendez-vous de toute la droite française de l'époque, qui est rue Montorgueil à l'Escargot d'Or, les petits bistrots un peu tripiers comme ça des Halles. Et puis, même s'il est endimanché, il a, si vous voulez, un ethos d'homme du peuple et ça se maintient jusqu'au bout. Et ça plaît bien aux petits gars de Bervilliers qui ont voté pour lui, qui continuent à le rencontrer au comptoir du café tenu par un Bougnat, un compatriote. Parce que même quand il est en Italie, à Rome, quand il rencontre Mussolini, il s'échappe pour aller manger des pâtes dans une petite trattoria. Exactement, ce qui scandalise les Italiens. L'ambassadeur dit mais non, mais il ne fallait pas faire ça, parce que vous représentez la France, et d'une certaine façon on attend autre chose d'un président du Conseil. Mais non, lui il préfère aller effectivement manger des poulpes ou des pâtes à la vongolais comme ça, et d'ailleurs c'est photographié partout, et voilà. Et donc il préfère aussi d'ailleurs aller dans des hôtels pas bas de gamme, mais assez ordinaire, plutôt que d'aller à la résidence de l'ambassadeur quand il va à Londres, à Rome ou dans une autre capitale à Berlin, parce que voilà, il n'aime pas du tout le côté protocolaire, chargé, il n'est pas très à l'aise encore, et il en joue, il sait qu'il n'est pas très à l'aise, et il sait que ça peut être séduisant qu'il ne soit pas très à l'aise. Alors cet aspect m'a fait aussi réaliser une chose, c'est que donc, Pierre Laval va collaborer avec les Allemands, mais que beaucoup de dignitaires nazis sont une sorte de mafieux, en tout cas, s'enrichissent énormément pendant la guerre, et sur plein de plans, y compris en exploitant les camps de concentration. Mais on voit aussi que Abetz est aussi une crapule, et Laval va trouver un écho favorable, puisque même pendant la guerre, il continue à s'enrichir, puisqu'il obtient le marché, je crois, des tickets de rationnement avec son imprimerie, et le marché d'impression des journaux repliés en zone sud. Oui, la guerre lui profite, objectivement. Son imprimerie, surtout, lui rapporte énormément d'argent, parce qu'il devient effectivement l'imprimeur de tous les journaux repliés, et puis c'est aussi le moment de profiter de ses accointances pour mettre de l'argent de côté aux États-Unis, etc. Mais
ce qui est plus fondamentalement intéressant, effectivement, c'est cette dialectique, cette relation qui profite aux deux avec Abetz. C'est-à-dire que les deux se reconnaissent. Il y a quand même un cadre juridique. Il y a du droit de la guerre, il y a une convention d'armistice qui siège à Wiesbaden avec des diplomates, avec des militaires. Et Laval va très vite contourner cette voie-là en disant je vais faire la voie politique, et il reconnaît en Abetz quelqu'un qui est la même étoffe que lui. C'est-à-dire quelqu'un qui pense que l'idéologie n'est pas le dernier mot de la politique, mais que c'est l'entente interpersonnelle, que c'est la capacité à négocier. Et les deux vont se faire monter d'une certaine façon. Laval se dit je vais tout jouer sur Abetz, je vais consolider d'une certaine façon Abetz en lui cédant des choses, mais je vais inventer la notion de collaboration, je vais donner des gages, notamment je leur donner ce qu'ils ne me demandent pas, ou en tout cas tout ce qu'ils me demandent, plus que ce que demande la Convention d'armistice, l'or des Belges par exemple, les mines de bord, enfin il y a des exemples fameux que j'essaie de redétricoter, et on voit bien qu'effectivement c'est Laval en personne qui contre les services, parce que l'État français, il y a quand même une continuité administrative, les gens ne sont pas tous scandaleusement, monstrueusement nazis, non, il y a tout un État, des hauts fonctionnaires français qui, patriotes, encore plus ou moins républicains, qui essayent de défendre certains intérêts, et Laval intervient, et c'est lui qui est peut-être le moins révolution nationale des ministres de Pétain, qui va toujours dans le sens de la complaisance par rapport aux exigences allemandes, pas par sympathie idéologique, mais toujours avec cette obsession de dire il faut donner aux Allemands pour les mettre en confiance et après on les roulera. Une fois qu'ils seront en confiance, on pourra sortir de l'armistice, négocier la paix en position de force, et c'est les Anglais qui feront les frais de cette négociation. Alors on ne va pas passer toute la vie de Pierre Laval parce que ça serait trop long. Il faut qu'on arrive assez vite à la Seconde Guerre mondiale parce que c'est quand même ce qui va le perdre définitivement. On ne va pas non plus revenir sur la fin de la République, parce que les deux chapitres que vous consacrez à cet épisode se lisent, enfin, je dois dire, comme des thrillers politiques. C'est palpitant, c'est passionnant, et on est pris dans cette affaire. Et on voit que Laval est un génie, à la fois un génie diabolique, parce qu'il menace, il promet, enfin, c'est vraiment un moment terrifiant de la vie politique française. Donc Laval est l'inventeur de la collaboration. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour Laval, ce qu'il y a derrière ce mot? Parce que c'est précis, la collaboration, mais dans les faits, c'est très flou. Oui, parce que lui-même, il a des idées assez floues, mais c'est la continuité. C'est la continuité dans un contexte évidemment complètement différent. Mais il pose énormément en héritier de Briand. Il dit, Briand ferait la politique de collaboration. C'est celle que nous avons toujours voulu faire. J'ai été à Berlin, lorsque j'étais avec Briand, dans un contexte d'une Allemagne qui s'abîmait progressivement d'un nationalisme. J'ai tenté, au début des années 30, de sauver la République de Weimar, ce qui est faux, parce qu'en fait, il ne fait rien pour sauver la République de Weimar, mais enfin, c'est un autre dossier. Et finalement, je reprends là où je l'avais laissé, ma politique de conciliation du début des années 30, mais aussi des années 34-35. Il faut bien voir que dans, vous savez, ce ministère d'Union nationale, un peu la dernière chance après les événements de 6 février 34, autour de Doumergue, où on compte plusieurs anciens présidents du Conseil, dont Laval. Laval est à une modeste place, il est ministre des colonies, et il y a une crise interne ministérielle sur la question de savoir est-ce qu'on rentre dans un processus de négociation avec les Allemands qui menacent de défaire Versailles et de se réarmer, ou est-ce qu'on ne rentre pas dans cette logique de négociation et on maintient Versailles tel quel. Il y a un petit peu de flottement et finalement Laval se retrouve très seul pour défendre l'idée qu'il faut accepter de négocier avec les Allemands, il vaut mieux cela, et finalement, partout, le ministre des Affaires étrangères se range à l'idée que on va répondre défavorablement à la demande des Allemands. Et là, Laval a le courage de ses opinions, de dire non, vous n'y arriverez pas, vous ne ferez pas les efforts militaires et les efforts financiers que ça suppose, donc allons directement dans la négociation avec les Allemands. Donc finalement, la collaboration, c'est celle de Briand, de Locarno, qu'il a encore tenté en 31, qu'il a encore tenté en 34-35, et d'ailleurs, il s'en est à peine caché, c'est-à-dire que lorsqu'en 34, après l'assassinat du roi de Yougoslavie, qui fait comme victime collatérale Barthou, il devient ministre des Affaires étrangères, il est alerté par son consul en Rhénanie, qui lui dit, ça y est, les Allemands commencent à remilitariser la Rhénanie. Il dit, je ne veux pas l'entendre, ne me le dites pas, moi j'essaie de faire une politique de rapprochement, de réconciliation. Donc finalement, la collaboration s'inscrit pour lui dans une forme de continuité, de cohérence de son action. Ce qu'on a du mal à réaliser, c'est que les Français, il n'est pas le seul, Laval, sont hantés par l'idée d'un règlement, d'une paix qui se fasse comme Versailles, d'une façon très asymétrique, et qu'on fasse payer une addition très lourde, politique, financière, aux perdants. Et il a
le sentiment qui est pas, en tout cas, il n'est pas le seul à l'avoir, qui se fonde notamment sur comment dire, une espèce de naturalisation des anglo-saxons qui serait culturellement ainsi fait qu'ils s'entendront sur le dos des Français, des Latins, et tout ce complexe physique d'Auvergnat qu'on appelle gitan, qu'on appelle jamaïque, etc., voire youpin très souvent dans les journaux d'extrême droite, y compris d'ailleurs encore pendant la collaboration. Laval a la hantise qui est une entente, qui est un article 231 du traité de Versailles qui serait cette fois anglo-allemand au détriment de la France. Donc il faut décidément arriver à s'entendre avec les Allemands, et pour ça la politique de collaboration, c'est peut-être des mots, mais ça va permettre de sauver l'essentiel, qui est le patrimoine matériel de la France, qui n'est pas la position morale, spirituelle, qui n'est pas la position, je ne sais pas, juridique de la France. Non, ce qui compte pour Laval, c'est que l'allemand peut être terrible, c'est que la France pourrait devenir une nouvelle Pologne. C'est méconnaître justement le patrimoine spirituel de la France. C'est-à-dire que la France est quand même une espèce de patrie spirituelle pour toutes sortes d'élites un peu partout dans le monde, qui fait que ce n'est pas aussi simple de mettre un Gauleiter à Paris et de ravager la France comme on ravage la Pologne. Et Laval bénéficie d'une certaine façon de ce patrimoine moral qu'a la France, mais il considère la France comme un patrimoine matériel. C'est de ce patrimoine-là qu'il se sent comptable. Il se souvient bien aussi, il faut dire, et puis il a subi la propagande. J'ai retrouvé chez lui des inventaires chez lui de brochures de propagande bien faites allemandes qui le montrent très méfiant à l'égard des Anglais, de l'abandon que les Anglais ont fait de la France à Dunkerque, et par ailleurs, lui, il a la mémoire d'un Français qui a vécu la Grande Guerre, c'est-à-dire les 4 ou 5 000 Belges, le millier de Français qui se sont fait, des civils qui se sont fait fusiller par les Allemands pendant la Grande Guerre, des destructions matérielles très lourdes que les Allemands ont laissées derrière eux dans les 10 départements français qu'ils ont occupés dans la Grande Guerre. Donc Laval, il se sent surtout comptable de ça, du peuple dans le sens démographique, de la France dans le sens, son sol, c'est un terrien, et voilà. À cet égard, la politique de collaboration lui permet de préserver l'essentiel. En même temps, ça aussi on pouvait l'imaginer, mais là on le voit aussi très bien, c'est que le personnel politique français en général, Laval en particulier, en ayant cette position, n'ont absolument rien compris à ce qu'est le nazisme. Exactement. Et que de toute façon, les nazis feront ce qu'ils veulent, et s'ils veulent, ils vont ravager la France, pas au point de la Pologne évidemment, mais il va rien pouvoir faire. Il imagine les Allemands de 40 comme les Allemands de 18. C'est précisément ça. C'est un homme qui n'a pas de culture historique, qui ne pense pas qu'il y ait des dynamismes historiques, qui réifie les choses, qui les naturalise. L'allemand, c'est une chose perpétuellement identique à elle-même. Donc Hitler, c'est Bismarck, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, mais quelqu'un qui n'est pas idéologue comme Laval est particulièrement désarmé pour comprendre l'idéologie nazie. Il n'a évidemment pas fait de lecture, il ne sait pas ce que c'est que le pessimisme culturel d'Aspengler, il ne sait pas... enfin, vous voyez, il ne voit pas l'espèce de glissement progressif d'une espèce de vieux romantisme jusqu'à un délire d'une religion, de la race, etc. Donc, il ne pense pas selon ces catégories-là, il n'est pas lui-même raciste, ou il a des préjugés, il a des stéréotypes, mais ça n'a pas de sens pour lui, la catégorie raciale pour penser l'humanité, de sorte qu'il ne comprend effectivement vraiment pas les Allemands, et non seulement il les méconnaît, mais il les sous-estime terriblement. Il a cette phrase terrible, qui est de dire le brigadier de Puy-Guillaume est bien plus fort que Hitler, on les roulera. Encore une fois, ce sont des clichés qui sont relativement répandus, mais il va plus loin que les autres dans son ignorance de ce que c'est que le nazisme. Et en même temps, il a eu des contacts par Brinon très tôt, dès quand il est ministre des Affaires étrangères en 1935. Il a des longs rapports. Il sait qu'il y a des atrocités qui sont commises. Il connaît des nazis assez tôt, justement, en 1934-1935. Il en rencontre des crapules nazis. Et il sait déjà que c'est pas des promenades de santé d'être un opposant politique en Allemagne. Donc, vous voyez, c'est aussi... c'est pas une dissonance cognitive, c'est qu'il sait aussi s'asseoir sur certaines choses qu'il sait pour mieux promouvoir ensuite la carte qu'il a jouée. Et il s'entête, c'est un têtu, et assez vite, en 1942, il comprend que ça ne va pas être une promenade de santé finalement pour les Allemands en Russie, et il continue à jouer sa carte éternellement parce qu'il a la passion d'avoir raison. Et dans ce monde, lui qui se voit si rationnel, il est en fait dévoré de passion. Je veux dire, on croit que la modernité politique aujourd'hui, elle est acquise, mais évidemment que non. Et cette passion, il y a la passion de la vénalité, il y a la passion du pouvoir, de dominer, et puis il y a chez lui, peut-être encore plus forte que ces deux passions, la passion d'avoir raison, et cette passion d'avoir raison l'enferme complètement dans cette impasse que devient très vite la collaboration. Alors sur la collaboration, on va parler de deux personnages importants évidemment. Il y a les rapports de Pétain et de Laval, parce que Laval va utiliser Pétain.
Pétain va aussi utiliser Laval, ce qui est un jeu extrêmement pervers, dans lequel ils vont s'enfermer tous les deux, et dont ils pourront plus jamais sortir finalement. Et ensuite on parlera de José, qui est la fille adorée de Laval, mais qui est aussi un peu, j'ai trouvé, son âme damnée. Elle joue un rôle assez clair, elle soutient son père quoi qu'il arrive, mais elle va aussi le pousser régulièrement à aller encore plus loin. Alors quels sont les rapports entre Pétain et Laval? Pétain et Laval, tous les opposent. Je vous ai dit, la constance de Laval, son fil rouge idéologique, s'il en a un, c'est le pacifisme, mais c'est même pas une idée, c'est une pulsion, j'ai envie de dire. Il déteste les uniformes. Il a eu de cesse de défendre des antimilitaristes qui moquaient les vieilles badernes, et il continue à s'en moquer. À Vichy, il continue à moquer tous ces amiraux, ces généraux qui rentrent dans le gouvernement. Il se fait une idée assez basse de Pétain, et Pétain s'en rend compte. Pétain, lui, il a la passion non même pas de lui-même, je ne sais même pas s'il a une véritable existence autonome, il est entièrement dilué d'une certaine façon dans l'image qu'on confie dans le mythe qu'on lui a fait, et du coup, Pétain il ne supporte pas cette espèce de révélateur à l'acide qu'est Laval, qui lui montre qu'il est bien autre chose que ce mythe. Et par ailleurs, il y a même une détestation presque physique. Laval ne sont pas très bons, Laval fume beaucoup, il fume en présence du maréchal que ça insupporte, parfois il change de voiture pour ne plus avoir à supporter la fumée. Il se déteste, mais d'une certaine façon, c'est quand même Laval qui est joué, enfin, Laval apporte sur un plateau à Pétain ce qu'il n'aurait sans doute pas obtenu, ou même essayé d'obtenir sans lui, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. N'empêche que quelques mois plus tard, le 13 décembre, c'est Laval qui se retrouve emprisonné avec un peloton de gardes mobiles dans son château de Châteldon à pouvoir en sortir. Il n'a pas vu vraiment le coup venir. Et ça montre qu'il y a une forme de candeur finalement, et là encore, avec Pétain comme avec les Allemands, il a tendance à se surestimer, à sous-estimer ses adversaires. Ce qui m'amène à votre deuxième question, à savoir José Laval, mais j'ajouterais à José d'abord Eugénie, la maman, qu'on appelait à tort Jeanne jusqu'à présent, mais il s'agit bien d'Eugénie, qui a des surnoms comme Nénie, etc., mais c'est Eugénie. Et puis René de Chambrun, ce gendre qui est peut-être le plus toxique et le plus méconnu de la bande, parce qu'en fait, pendant la collaboration, René de Chambrun est celui qui aiguillonne tout le temps son beau-père pour se maintenir ou pour revenir au pouvoir, celui qui lui sert d'ailleurs à intoxiquer Pétain en lui faisant croire que les Allemands réclament son retour au début de l'année 42, alors qu'il n'y a rien de tel, au contraire, Laval arrive avec René de Chambrun à monter une gigantesque opération d'intoxication en disant j'ai des informations, les Allemands vont avoir des exigences très sévères et ils réclament que je sois là pour sauver la situation, sinon ça va partir en vrille. À cela s'ajoute la maladresse de Darlan qui, en faisant appel d'une certaine façon aux Américains, radicalise la position des Allemands qui en font une question de point d'honneur et exige Laval. Mais René de Chambrun est celui qui, en fait, à partir du retour de son beau-père aux affaires, devient vraiment son âme damnée. Enfin, en tout cas, son double, il a un rôle politique. Il est là à Matignon, c'est lui, René de Chambrun, qui reçoit les hommes politiques français de passage, qui dialogue avec les Allemands. Il a vraiment une activité politique qu'on ne lui connaissait pas. Et je dirais que lui est peut-être idéologiquement un tout petit peu plus construit que Laval, mais c'est aussi par ambition, par arrivisme, par passion du pouvoir, d'être dans la place, que René de Chambrun aiguillonne perpétuellement, plus je dirais que sa fille et que sa femme, Pierre Laval, vers le pouvoir ou le maintien au pouvoir. Au contraire, José, au moment de la débat, quand ils sont à Bordeaux, à l'été 40, incite son père à partir justement aux États-Unis, à aller se réfugier et à arrêter plusieurs fois le clan Clossat, c'est-à-dire sa belle famille. Il lui dit tu vas trop loin, ça te mène nulle part, tu n'arriveras pas à tout tenir comme tu sais le faire. Tu crois que tu es l'homme du juste milieu entre les ultras de la collaboration parisien et la résistance, mais pas du tout, tu te laisses embarquer sur une autre voie. Et il ne l'entend pas parce que, en partie, moi je crois, René lui dit non, vous êtes très fort et vous êtes le seul à pouvoir sauver la France. Et cette petite musique insidieuse, effectivement, travaille l'orgueil de Laval et ses passions que j'évoquais tout à l'heure, notamment celle d'avoir raison et d'avoir du pouvoir. Et jusqu'au bout, finalement, cette espèce de clan familial qui est construit dans la certitude d'avoir raison contre tout le monde, d'avoir en Pierre une espèce de champion de génie de la politique qui est meilleur que tous les autres, qui vient de nulle part et
qui arrive toujours à ses fins, va d'une certaine façon amener Laval au poteau. Parce que dans leur exil espagnol, ils ont une possibilité de partir où ils veulent, notamment en Irlande où il n'y a pas de convention d'extradition. Et Laval est convaincu qu'il faut y aller. Et dans une ultime nuit de négociation avec sa femme, il cède. Et sa femme lui dit « Mais non, tu sais très bien. » Sa femme qui finalement s'illusionne encore plus sur Laval que lui-même, je crois, lui dit « Tu vas retourner l'opinion publique française. » Laval entend quand même la radio en Catalogne française. Il voit bien que il est devenu le bouc émissaire. Mais il ne veut pas le croire, ou en tout cas sa femme ne veut pas le croire. Elle dit « Tu vas y retourner. » Et le procès aurait été un peu plus calme, si j'ose dire, et un peu plus impartial. Allez savoir jusqu'où il aurait réussi à reprendre une partie du chemin dans l'opinion publique. Il partait très loin, il n'aurait certainement pas tout regagné, mais c'est vrai qu'il est redoutable dans sa façon dans toutes ses habiletés rhétoriques qui lui permettent toujours de faire glisser, d'esquiver les coups, de déplacer les problèmes, et le procès d'ailleurs tourne court parce qu'il tourne un petit peu à l'avantage, au moins sur le plan formel, de Laval. Pendant la collaboration, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment le pillage de la France et Laval qui va céder et même devancer souvent les demandes des Allemands, à la fois en richesse matérielle, mais surtout en hommes, avec le STO. Il y a deux choses qui sont très symptomatiques. La première, c'est la fameuse phrase « Je souhaite la victoire de l'Allemagne », même si après on peut citer la fin, mais l'important c'est quand même ça. Et puis il y a la déportation des Juifs, d'abord étrangers, entre guillemets, et ensuite il y a des Juifs français qui vont partir en déportation, alors que Laval, quand on lit votre livre, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout antisémite. C'est un milieu de ces catégories de pensée. C'est ça. Et pourtant, dans son esprit, ça va être un point de négociation très important, qui va moralement le perdre, même s'il n'est pas forcément condamné pour ça à la libération, mais le jugement de l'histoire va définitivement le liquider, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux épisodes qui sont... Oui, bien sûr, qui sont un peu qui relèvent du même ressort, on va dire, politique chez Laval, à savoir prouver qu'il avait raison de faire la collaboration, prouver que l'État français, c'est de la souveraineté, et que c'est toujours mieux qu'un Gauleiter, parce qu'il a une marge de manœuvre qui décide. D'où la discrimination entre les Juifs étrangers et les Juifs, ou apatrides et les Juifs français. Je défends les Juifs français, et je fais payer cette défense, d'une certaine façon, par le sacrifice des Juifs apatrides ou étrangers. C'est... Par ailleurs, je crois, vous dites, vous avez raison, il n'est pas antisémite, il n'a pas des catégories de pensée de ce genre. Et ça correspond aussi, du coup, à son logiciel, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il est plus volontiers xénophobe. Je ne fais pas de hiérarchie, moi, dans ce genre de choses, mais il est plus facilement xénophobe que raciste, si vous voulez. Donc, ça lui pose pas tellement de problèmes personnels de laisser aux Allemands, les Juifs apatrides ou étrangers, et à cet égard, il dit d'un côté, j'ai aucune méchanceté pour les Juifs, mais il finit quand même par être tout à fait contaminé par le vocabulaire. On voit bien notamment dans les procès verbaux originaux des conseils des ministres qu'il emploie des mots très violents. Il rentre tout à fait dans la terminologie qui déshumanise les Juifs quand il parle des Juifs étrangers. Donc vous voyez, c'est quand même un peu poreux cette frontière entre xénophobie et racisme, mais il parle de déchets à plusieurs reprises. Il ne parle pas seulement au Conseil des ministres, il parle devant les cadres du régime, il en parle devant l'ambassadeur américain, etc., avec beaucoup de cynisme en disant « vous avez qu'à les prendre si vous voulez nous débarrasser des Juifs ». Donc il y a effectivement quand même, on va dire, globalement, un ressort qui est politique, qui est de pour défendre sa politique et l'idée qu'il garde une souveraineté, de défendre des Juifs français au détriment des Juifs étrangers, et une forme de xénophobie qui lui fait que personnellement ça ne lui pose pas tellement de problèmes. Mais ce que je montre, c'est que malheureusement, il fait ça avec une conscience assez profonde du sort tragique qui attend les Juifs, et ce qui, si vous voulez, est assez... stupéfiant de la part d'un homme qui n'est pas effectivement antisémite, et son ancien ami Henri Torres, avocat d'extrême gauche comme lui, devenu député de gauche, avec qui ils sont restés longtemps en très bons termes, même s'ils ont divergé politiquement, et Torres en exil aux États-Unis écrit
un très très beau livre, terrible, implacable, où il accuse Laval et où il lui reproche d'une certaine façon, il lui interdit même l'espèce d'excuse que pourrait être une idéologie antisémite. Vous n'êtes même pas antisémite et vous prévalez d'une certaine façon d'une politique antisémite. Et quand il donne les enfants juifs que les Allemands ne lui demandent pas, posant des problèmes, sinon de conscience, en tout cas réglementaires, enfin protocolaires, si vous voulez, aux Allemands qui n'ont pas prévu ce cas de figure, Laval sait qu'il voue sans doute à la mort ses enfants. Ça met à mal d'ailleurs toute sa rhétorique et de dire qu'ils vont travailler. On ne voit pas très bien pourquoi les enfants de moins de 16 ans iraient travailler. Donc ce qu'on en ferait, à savoir il faut les éliminer assez vite. Il le fait... Je ne dirais pas qu'il y a des bonnes ou mauvaises raisons, mais il y a des raisons qui sont plus ou moins terrifiantes, plus ou moins cyniques. Il le fait sans doute en donnant des juifs étrangers. Peut-être qu'on peut se dire qu'il a l'impression qu'il fait du chiffre, entre guillemets, et que ça sera autant de juifs français qu'il n'aura pas envoyé. Ça serait pour l'explication peut-être la moins cynique. Mais l'explication la plus cynique, et qui n'est pas moins vraie malheureusement, qui explique cette politique, c'est d'éviter l'émotion que crée la séparation dans l'opinion publique française entre les mamans et les enfants. L'opinion publique française, c'est question assez compliquée, mais finalement maintenant est bien documentée avec les ouvrages de Jacques Semelin, avec les rapports très complets des préfets. Bon bref, on a beaucoup de sources convergentes qui montrent que les Français ne sont pas favorables à la politique qui est mise en place, antisémite, et qui sont particulièrement émus quand ils assistent à des scènes de séparation entre des enfants et des parents. Et de sorte qu'en donnant les enfants qu'on ne lui demande pas, Laval résout aussi un problème administratif, que faire de ses enfants, mais surtout d'image, d'opinion personnelle dans l'opinion publique, hein, d'image personnelle dans l'opinion publique, parce que on ne peut plus l'accuser de manquer d'humanité. Mais ce qui est fou, si vous voulez, c'est que sachant le destin tragique qui attendait ses enfants, il écrit encore dans sa cellule à Fresnes, hein, j'ai retrouvé les petits carnets où il note fébrilement les éléments de sa défense. Il note encore j'ai par humanité donné les enfants juifs, c'est par bonté que j'ai agi, ainsi, etc. Vous voyez, donc il y a aussi chez cet homme, ce qui est terrible, c'est une forme de mensonge envers soi-même, je crois, qui l'amène à faire des choses terribles sans admettre qu'il les fait. Et donc il y a aussi cette fameuse phrase « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Dans votre livre, vous montrez qu'il prépare ce discours, qui est le fameux discours de la relève. Oui. Qui va donc prononcer ce discours à la radio, je crois, donc en public. Oui. Il a cette phrase et il teste quand même l'effet que ça fait sur ses proches, même sur l'ambassadeur américain, c'est ça. Un peu avant. Ah oui, longtemps avant. D'une certaine façon, il sait ce qu'il va provoquer, enfin en tout cas tout le monde l'alerte, mais le pire c'est que je crois qu'il est sincère. Alors vous savez, au départ, dans une première version, il avait dit que je crois à la victoire de l'Allemagne, et Pétain lui avait dit vous n'êtes pas militaire, vous n'en savez rien, si vous voulez, vous pouvez dire je souhaite la victoire de l'Allemagne. Et il se range à cet avis. Pétain sait très bien ce qui va se passer. Hein. Ça a été validé au Conseil des ministres, ce discours. Et Pétain, dans son procès, ça sera un des points de divergence, c'est-à-dire que Laval, à peine récupéré par les Français, est propulsé comme témoin au procès Pétain, et Pétain dit « moi j'étais très contre cette phrase », Laval se défend en disant « mais vous étiez au courant, vous me l'avez même d'ailleurs inspiré », et on demande après à Rochat, qui était le secrétaire général du Quai d'Orsay, qui était témoin de la scène, qui valide de son exil en Suisse la thèse de Laval. Laval, d'une certaine façon, est sincère, il préfère la victoire de l'Allemagne à une révolution communiste, puisque la suite que vous évoquiez, c'est effectivement, sinon, la révolution, etc. La victoire du communisme, ça lui paraît pire que la victoire du nazisme. Il n'est pas mécontent que les Allemands et les Russes s'entretuent et que ça soit autant de vies françaises épargnées. Il voue une haine de plus en plus irrationnelle à l'Angleterre et il souhaite la victoire, objectivement, il souhaite la victoire de l'Allemagne sur la Russie et sur l'Angleterre. Sinon, il craint la contagion communiste en Europe, sinon il craint une hégémonie britannique de plus en plus fantasmée en Europe. Et puis il pense, c'est toujours son idée, que les mots, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que, encore une fois, la seule réalité, elle est matérielle. Les idées, les mots, ça n'a pas de valeur. Donc il paye en monnaie de singe des Allemands. Et je raconte cette espèce de mise en scène assez
je ne trouve pas si habile que ça, mais visiblement ça fonctionne, où il fait semblant d'inventer cette phrase, de la réfléchir à voix haute devant un diplomate allemand qui devient rose de plaisir, hein, un des hommes d'Abetz. Vous croyez que je pourrais dire ça et évidemment, l'allemand dit, je sais pas, c'est à vous de voir. Allez, je le tente, parce qu'après tout, c'est vrai. Et voilà. Donc, et après, il dit à tous ceux qui sont scandalisés autour de lui, Morand, toute sa garde rapprochée, il dit non, ça on peut pas le dire. Ça va être irrémédiable, ça va couper, ça va vous séparer à tout jamais de l'opinion publique française. Et il dit, oh, vous êtes gentil, mais vous savez pas qu'après, je dois négocier justement la question alors c'est pas tellement la question juive qui l'inquiète, c'est plutôt la question de la main-d'œuvre que les Allemands vont réclamer. Donc avec ça, je sauve bien des Français. Vous voyez, c'est toujours cette idée que les mots ne valent rien et que lui, il va avoir des réalités bien tangible en face, que ce soit de l'argent, en l'occurrence il cède tout, ou des hommes, et en l'occurrence vous parliez de la relève ne fonctionne pas, hein, cette façon d'essayer de devancer les Allemands dans leur politique, c'est finalement ce qu'il fait bien souvent, c'est-à-dire d'habiller le diktat allemand d'une bonne volonté politique française, mais ça se termine par le STO, et là encore, tous ces efforts qui sont parfois assez prodigieux, hein, il y a des retranscriptions que je cite de discussions pied à pied avec Sokell, quand il se sent acculé par sa propre opinion publique ou qu'il sent stratégiquement l'Allemagne commencer à affaiblir, il peut être assez tenace dans ses négociations, n'empêche qu'il met sur le doigt dans l'engrenage et il accepte le principe du STO. Il y a une question qui m'a toujours taraudé sur Laval. Est-ce qu'il se rend compte qu'il n'obtient jamais rien? Pas du tout. Pas du tout, et ça c'est assez drôle, c'est raconté par un des diplomates américains. Un jour, quelqu'un de l'ambassade d'Allemagne, c'est Abetz ou un de ses seconds, appelle Laval et réclame plein de choses. Et Laval donne le combiné du téléphone au diplomate américain pour lui montrer les relations formidables qu'il y a avec les Allemands. Et quand il raccroche, Laval se tourne vers l'Américain, tout réjoui en disant « Vous voyez », et l'Américain blémit, parce que Laval a tout cédé. Donc c'est toujours ce problème d'être bien satisfait, bien content de lui, il se voit toujours meilleur qu'il n'est, et il a le sentiment qu'il obtient des choses, alors qu'il cède. Évidemment, c'est une politique, en général, quand même de la concession. Il y a une chose sur laquelle il ne cède pas, et là on retrouve ce fil rouge du pacifisme, c'est l'entrée en guerre. Hein, c'est-à-dire que quand en novembre 1942 les Américains débarquent en Afrique du Nord, que Hitler pose sur la table une offre, mais qui est une offre assez pressante de retour de la France dans la belligérance, Laval ne cède pas. Il y a le deuxième débarquement, cette fois en Normandie, hein, en juin 1944. À nouveau, les ultra-parisiens réclament que la France entre en guerre du côté de l'Allemagne pour repousser l'envahisseur. Bon, et là encore, Laval ne cède pas. Bon, je pense que là, il a compris quand même que les dés étaient jetés. Et une autre question, je ne sais pas s'il y a une réponse. Il croit à la victoire de l'Allemagne jusqu'à quand? Alors là, pour le coup, on peut parler de dissonance cognitive. C'est-à-dire que je montre qu'assez tôt, en fait, avant même de revenir au pouvoir dans sa traversée du désert entre le 13 décembre 1940 et avril 1942, il y a des rapports, notamment des renseignements généraux, où on voit qu'il confie à certains proches que cette fois c'est mal barré pour l'Allemagne. Et pourtant, en public, il ne dit jamais ça. Il le dit vraiment devant des très proches. C'est toujours cet entêtement, je ne sais pas s'il faut le prêter, y voir un trait auvergnat, mais toujours cette idée qu'on ne peut pas se déjuger et qu'à force de ténacité et à force de répéter toujours la même chose, hein, cette espèce de pensée magique, il a d'ailleurs, je parle de pensée magique, il a des mages, hein, il a des tireurs de cartes, le fameux astrologue Maurice Privat, des cartomanciennes, et il est très sensible à toutes sortes de signes, et voilà, c'est la défaite de la pensée, c'est une espèce de paresse intellectuelle qui fait qu'il préfère s'en remettre, mais qu'on trouve assez souvent, hein, vous savez, chez les hommes d'État, cette idée que il y a tellement de pression, tellement de difficultés à envisager l'avenir qu'on préfère s'en remettre à quelque chose de providentiel ou de, je ne sais pas, de magique, de sorte que il arrive, avec ses biais cognitifs, cette pensée magique, à se persuader qu'il ne mourra jamais de mort violente, que l'Allemagne remportera la guerre, ou en tout cas elle ne la perdra pas. Et ça, jusqu'au tout dernier moment, même s'il comprend assez vite. Je raconte aussi comment à Sigmaringen, il a entendu parler des fameuses armes secrètes. On ne sait pas très bien ce que c'est, est-ce qu'il envisage l'arme atomique ou des nouvelles fusées qui arriveraient à bombarder Londres sans répit, mais il espère encore dans sa retraite à Sigmaringen, enfin dans son exil à Sigmaringen, un retournement de situation qui permettrait peut-être pas une victoire de l'Allemagne, mais au moins une paix blanche qui lui permettrait de revenir, il se fait des illusions évidemment folles, de revenir comme l'homme qui n'est ni des Américains
dernier des Allemands, qui serait le bon médiateur, qui redonnerait la France à son rôle de finalement d'arbitre final du conflit, et à lui, Laval, la lucidité, la clairvoyance de celui qui a refusé de choisir entre l'Allemagne et les États-Unis. Alors on a quasiment terminé. Là aussi dans votre livre, il y a une chose que vous démontez, en tout cas, une sorte de mythe. C'est que vous racontez le procès de Laval, évidemment. Il est condamné à mort, il n'est pas gracié, il doit aller jusqu'au bout de la sentence. Mais que Pierre Laval n'a pas été fusillé inconscient sur une civière. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Alors, Gracier, il n'a pas demandé une grâce. Ce qu'il a demandé dans une lettre à De Gaulle, que je cite largement, c'est qu'on refasse son procès. Il considère, non sans quelques arguments, que son procès n'a pas été un modèle de probité, d'équité, mais évidemment, il ne l'obtient pas. Oui, non, j'ai retrouvé toutes sortes de procès-verbaux dans son dossier à la Sûreté ou dans les renseignements généraux, qui racontent des procès-verbaux, notamment des médecins militaires, qui racontent vraiment minute par minute, je crois ça avec d'autres sources. Donc c'est un récit assez terrible. Vous me demandiez en ouverture de cet entretien pourquoi avoir écrit ce livre. Oui, c'est aussi une partie de notre histoire, cette justice qui n'est pas très glorieuse, cet homme qui transportait ce cyanure partout avec lui, notamment quand il allait négocier avec Hitler pour ne pas rentrer en guerre. Il avait cette forme de courage physique, hein, il faut lui reconnaître, de dire bon, je prendrai ma capsule de cyanure plutôt que de céder si les Allemands me brutalisent d'une certaine façon. Ce cyanure est un peu éventé. Pendant quelques longues minutes, les médecins militaires pensent que Laval s'est réussi, qu'ils lui cisaillent les pieds pour voir si ça fait des réflexes. Ils finissent par lui faire plusieurs lavages d'estomac. Je raconte tout ça sans complaisance, mais pour qu'on voit vraiment comment ça se passe. Pendant ce temps-là, les soldats qui devaient exécuter la sentence, comme on les fait attendre, et que c'est pas très agréable de fusiller quelqu'un, on les fait boire, donc ils commencent à devenir saouls, ils sont avec des casques coloniaux anglais, tout ça, et aussi, si vous voulez, une image de cette France pas tout à fait glorieuse, qui se raconte une belle histoire, qui elle est dans le camp des vainqueurs, mais qui est obligée de liquider une partie de son passé immédiat en liquidant Laval, et qui le fait donc, je vous dis, avec un uniforme anglais, en saoulant ses hommes, et ce Laval peut à bon compte avoir une image un peu christique. C'est comme ça que tous ces turiféraires vont raconter ensuite qu'il a été sacrifié sur l'autel de la raison d'État. Il marche, il ne peut plus remettre ses souliers tellement il a les pieds qui ont été blessés, et donc il laisse une traînée rougeâtre dans les couloirs, il tient à peine, mais il est quand même debout, et il réclame que ces juges, qui sont eux-mêmes des gens qui ont été impliqués dans les procès de Riom, dans les commissions de dénaturalisation, donc il voit ces magistrats qui sont consubstantiels au régime qu'il a incarné finalement, se retourner, et il leur demande de les regarder. Et voilà, je raconte tout ça ni pour apitoyer, ni pour faire, je sais pas, du pathos, mais pour nous dire tous, voilà, c'est aussi notre histoire, et en essayant d'effacer peut-être un peu trop vite après un procès expéditif Laval, on s'est un peu empêché de regarder, selon la formule fameuse que vous connaissez, un passé qui ne passe pas. Il est temps de le regarder en face et de raconter cette scène pour terminer cet ouvrage et essayer d'en terminer avec cette mauvaise conscience nationale. Il faut juste avoir conscience de la totalité de l'histoire de France, avec ses côtés joyeux et ses côtés plus sombres. Bon, merci d'avoir passé 7 heures avec moi. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie. Le temps m'a paru passer très rapidement. Bon, et bon, disons que ça constitue un résumé de cette somme qui ne peut pas se lire en 1 heure. Oui, parce qu'il faut enfin bon, si on se voit, c'est que c'est bien, j'allais dire, c'est idiot de dire ça, mais il faut le lire, parce que d'abord, je l'ai dit, c'est bien écrit, la structure du livre est originale et pas commune dans les biographies historiques, donc c'est quelque chose sur laquelle il faut se pencher avec attention. Merci beaucoup.